Il y a quelques semaines, je vous ai raconté l'histoire de ces marques qui ont disparu. Alors déjà, merci pour vos nombreux messages et j'ai eu l'un de vos commentaires. Alors, je sais pas si je le retrouverai, peut-être qu'il s'affichera là ou pas. Mais on m'avait demandé quels sont les véhicules qui avaient finalement coulé leur constructeur. Alors, vous allez voir, j'en ai quand même trouvé. Parce qu'il y en a certains, ça me paraissait évident, mais il y en a d'autres, ça me paraissait moins évident. Alors, dans cette liste, il y a des constructeurs qui vont faire faillite suite à un modèle qui va faire un échec, et il y en a d'autres qui vont mettre beaucoup de temps et avoir beaucoup de mal à remonter la pente sans faire faillite. Bref, on n'a pas besoin de faire une intro plus longue, on est parti pour la toute première voiture. Je pouvais pas commencer ce top par une marque désormais mythique, mais qui n'a pas duré très longtemps, puisque je vais vous parler de la DeLorean DMC-12. Parce que si je vous dis DeLorean, vous allez tout de suite penser à la BO du film Retour vers le futur, que je ne passerai pas pour des raisons liées à des droits d'auteur. Vous avez compris. La voiture est devenue mythique grâce au film, parce qu'il faut dire que la DeLorean Motor Company, fondée par John DeLorean, va véritablement faire un flop, et il va lui arriver tout un tas de péripéties finalement avant de disparaître. La DMC-12 sera la seule voiture qui aura été produite durant la courte vie du constructeur. C'est une supercar qu'avait imaginé John DeLorean, alors PDG mégalomane, mais surtout ancien PDG de General Motors. En fait, il a quitté le groupe et fondé DeLorean Motor Company en 1975 parce qu'il voulait tout simplement construire la voiture ultime, la voiture de ses rêves. La DMC-12 est donc le concentré de tout ce qu'il désirait dans une voiture, un look radical, moderne et futuriste, des performances de haut vol et un intérieur tout aussi cultissime pour la voiture. Seulement dès 1982, la société va finalement faire faillite, et pour une raison toute simple, la voiture fait un bide, mais surtout John DeLorean, il est arrêté pour trafic de drogue. Alors pour la petite histoire, il semblerait qu'il avait fait ça pour renflouer les caisses, et il est arrêté, mis en prison. Alors, le doute aujourd'hui, il existe pour une simple et bonne raison, c'est qu'il semblerait que le FBI ait voulu le piéger. Alors, j'ai pas trouvé plus d'infos sur l'histoire, faudrait peut-être que je creuse, mais en tout cas, la DMC-12 connaît de nombreux problèmes de production, mais aussi des ventes pas à la hauteur, les caisses sont vides, DeLorean est en prison et la société fait faillite. Oh merde! Oh, c'est con ça! Pour la petite histoire aussi, j'ai trouvé un petit fun fact comme ça derrière les fagots. À la base, dans Retour vers le futur, ce n'était pas avec la DeLorean qu'auraient dû voyager le Doc et Marty McFly, mais avec un frigo. Ah! Sauf que les producteurs vont très vite se rendre compte que c'est une idée de merde et que ça va parler à personne. Du coup, il leur faut un objet un peu daté, un peu futuriste, qui vaille le coup, qui va marquer les esprits. Et c'est finalement, en regardant du côté de l'automobile, qu'ils vont découvrir la DeLorean. Et c'est comme ça que la voiture va finalement intégrer le casting de la trilogie et devenir, grâce à ce film, un véritable mythe automobile. Alors là, on va prendre la direction de la Serbie, ou plutôt de la Yougoslavie, puisque je vais vous raconter l'histoire de la Yugo GV, ou tout simplement Zastava Coral. Faut que je vous remette un peu dans le contexte pour cette voiture. En fait, Zastava est un constructeur yougoslave qui va devenir à la suite de la révolution serbe, et il fabrique depuis sa création des Fiat sous licence depuis des décennies. Alors Fiat, dès qu'il y a un dictateur et qui veut faire une marque automobile, les mecs, ils sont là. Money, 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 money. Alors la Coral ou la Yugo GV, elle va avoir une particularité pour ce petit constructeur, car c'est la première qui ne découle pas d'un modèle Fiat. Alors, je vous arrête tout de suite, parce que c'était un projet abandonné de Fiat. Ah! En fait, la Coral est à la base un projet, un prototype pour le remplacement de la Fiat 127. Sauf que le PDG de l'époque de chez Fiat va juger la voiture pas vraiment révolutionnaire, carrément rustique, et il n'en veut pas. Mais c'est de la merde! Alors, au lieu de foutre le projet à la poubelle, il va tout simplement passer entre les mains de Zastava. Mais c'est super! Qui voit l'occasion, tout simplement, de pouvoir avoir un produit à part dans son catalogue et finalement de gagner des parts de marché en Europe.
Money, 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 money. Oui, alors c'est aussi ce qu'on appelle du recyclage pour le coup. La voiture étant prête, Zastava va très vite la commercialiser et elle va connaître un succès assez relatif en Europe, mais c'est une voiture de très bon marché puisqu'elle est vendue à un prix très peu cher et c'est dérisoire, et surtout elle est plutôt fiable puisqu'elle reprend les organes et le train de la 127. Mais alors la Zastava va connaître une petite carrière insolite aux États-Unis puisque le constructeur va tenter d'avoir son American Dream comme bon nombre d'autres constructeurs européens au final. Alors là-bas, elle va prendre le nom de GV pour Great Value, ce qui veut dire bonne valeur, et la voiture va être proposée à un prix très plancher de seulement 3 990 $. C'est son importateur américain qui va imposer ce prix-là, car le prix de départ de la plupart des voitures dans les années 80 aux États-Unis était de 5 000 $. Donc la voiture va connaître un immense succès, mine de rien, mais Zastava va perdre énormément d'argent dans l'affaire, puisque l'importateur s'en fout plein les fouilles. L'argent. Bon, en tout cas, pour Zastava, ce succès aux États-Unis, lui va très bien, au point que sur certains marchés, la Coral va devenir tout simplement l'America. Quitte à perdre de l'argent aux États-Unis, c'est pas grave, ça lui permet de pénétrer le marché américain. Le constructeur se dit qu'il va se rattraper en Europe. Bon, évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Non. Très vite aux États-Unis, la Yugo, elle va perdre en popularité parce que le constructeur va connaître d'énormes soucis de fiabilité, mais aussi de qualité. Donc finalement, Yugo va très rapidement faire faillite aux États-Unis. Faut aussi rappeler que les voitures étaient vendues à perte, donc à un moment donné, les comptes pouvaient pas rester longtemps dans le vert. Alors que la marque fait faillite aux États-Unis, la situation en Europe finalement n'est guère mieux. La Zastava ne brille pas particulièrement par ses qualité, la voiture est quand même déjà assez datée d'un point de vue technique, Zastava va essayer du coup de se relancer avec son rapport qualité-prix, mais surtout grâce à son lien avec le groupe Fiat, la petite Coral va être vendue sous le nom d'Innocenti, un nom beaucoup plus rapporteur et qui met plus en confiance finalement que Zastava et qui parle mieux aux Européens surtout. Évidemment, ce rebadgeage va être un immense flop. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon alors les galères pour cette pauvre petite Coral ne sont pas terminées puisque Tito va chuter dans les années 90 et ça va être la guerre en Yougoslavie. Et là, c'est le drame. Avec chaque pays qui va prendre son indépendance. Donc la marque se trouve en Serbie. La Serbie, vous connaissez la suite de l'histoire, va prendre son indépendance. Le souci, c'est que les galères commencent pour Zastava, car la plupart de ses fournisseurs sont soit en Croatie, soit en Slovénie. C'est le bordel pour avoir les pièces avec les nouvelles frontières qui se dessinent pour arriver jusqu'à l'usine historique en Serbie. Alors le cauchemar n'est pas terminé puisqu'il continue. Au final, des sanctions internationales avec des embargos tombent sur la Yougoslavie et la Serbie. Zastava ne peut plus exporter ses petites voitures et ça va être un véritable cauchemar. C'est la fin de l'aventure européenne pour la Coral. Parce qu'il faut dire que sur son marché historique, les galères ne sont pas terminées. On raconte que comme il manquait des pièces pour finir les voitures, typiquement, les compteurs étaient remplacés par de jolies petites étiquettes. Des étiquettes en papier, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'effort. Bon, alors la Zastava, mine de rien, elle va quand même survivre jusqu'au début des années 2000. La caisse est Xena la guerrière. Énorme. Ce qui va mettre fin à son constructeur, c'est que la voiture va finalement quand même prendre une retraite, parce qu'à un moment donné, la pauvre, je pense que ça va, elle a encaissé, je pense qu'à un moment donné, Martine, elle a mérité sa retraite. Je suis fatigué, patron. Ça marque aussi la fin du constructeur, puisque Fiat va racheter l'usine serbe de Zastava, et aujourd'hui, Zastava n'est plus une marque automobile, mais c'est une entité de Fiat qui produit différents modèles de la marque italienne. Alors l'histoire que je vais vous raconter maintenant, elle pourrait très bien coller aussi avec la fin de Talbot et l'histoire de DS Automobile. Je vous ai rien dit. Faut partir dans les années 40, Ford veut étoffer sa gamme avec une nouvelle marque. Alors le groupe est quand même assez puissant puisqu'il détient Ford, Mercury ou encore Lincoln. 3 marques qui couvrent plutôt bien le marché, mais Ford se dit que c'est l'occasion d'avoir une nouvelle marque qui se placerait entre Ford et Mercury. Une marque à la fois accessible et haut de gamme. Et c'est bien là où le bordel va démarrer. Okay, let's go.
Alors déjà, pour la petite histoire, eh bien la marque prend le nom d'Edsel en mémoire du fils d'Henry Ford, Edsel Ford, qui a disparu en 1943. Alors la durée de vie de la marque, elle va être plutôt courte, parce qu'on parle quand même d'un cas d'école, cette marque automobile, puisque les modèles seront produits uniquement sur 3 ans, de 1957 à 1960. 1960, c'est vraiment les fonds cuves que personne ne voulait. Vraiment, la production s'arrête dès 59. Alors la marque, elle va marquer les esprits aux États-Unis, mais aussi en Europe, par son échec retentissant. Et là, c'est le drame. Edsel est assez connu aux États-Unis mais aussi en Europe parce que c'est la première marque automobile au monde qui va faire usage d'une étude de marché qui va écouter les attentes des consommateurs. Toutes les demandes faites par les consommateurs vont être validées. Tu veux un moteur puissant? Pas de problème. Tu veux du confort? Bien sûr. Tu veux du sport? Allez! Tu veux un design moderne? Bien évidemment, aucun souci. Je pense que ça a dû se passer un peu comme ça au niveau de chez Ford. Pour résumer la situation, Edsel valide absolument toutes les propositions qui sont faites par les clients. Donc ça veut dire que ce sera une voiture très bien équipée, dotée d'un très grand confort, et surtout équipé de moteurs V8. Et pour l'époque, ce sont des moteurs extrêmement puissants qui prennent place sous les capots, puisqu'on parle de puissance allant de 300 à 345 chevaux. On parle de berline familiale et de break. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu du délire. Donc, les fiches techniques sont extrêmement modernes, et sur le papier, ça fait carrément envie. Mais ce qui va faire couler Edsel, eh bien c'est son design. Parlons un peu de la calandre, je pense que j'ai pas besoin d'en parler, juste l'image, vous allez comprendre avec ce gros plan qui vous fait penser à un vagin. Bon, la voiture va rapidement connaître des problèmes de finition, mais aussi de fiabilité. On va lui reprocher également un catalogue d'options complètement farfelu et incompréhensible. Bon, alors la période où est lancée la marque Edsel, donc à la fin des années 50, n'est pas facile pour les États-Unis, qui subit une petite récession économique, et venir avec une voiture aussi chère, eh ben ça n'a pas du tout aidé au lancement de la marque. Alors c'est pas très compliqué, Edsel connaît un positionnement à cheval entre Ford et Mercury avec des tarifs plutôt élevés et qui ne se différencie pas véritablement de Mercury qui déjà à l'époque profitait d'une bien meilleure image que l'inconnu Edsel. Les dirigeants Ford sont très rapidement mis sur le banc des accusés, Edsel coûte énormément de pognon aux constructeurs. Il y a 7 modèles qui ont très vite rejoint le catalogue et aucun ne se vendent correctement. Ford, au bout de seulement 3 ans, arrête les frais et c'est à la fin d'Edsel qui va devenir un cas d'école dans les écoles de commerce et un peu partout dans le monde de tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, la Pontiac Aztek, vous la connaissez forcément si vous êtes cinéphile, puisque vous l'avez vu, ça a été l'une des stars avec Brian Compton dans la série Breaking Bad. Et cette voiture, en fait, va tuer Pontiac. En gros, pendant très longtemps, Pontiac, c'était l'une des marques américaines les plus sportives qui soient, avec un excellent rapport qualité-prix. En gros, la marque elle va se forger un nom avec des modèles mythiques. Je peux vous citer la GTO, qui est considérée comme l'une des premières muscle cars. On a eu la Trans Am, la Firebird, et surtout l'Aztek, connue pour les raisons que je vais vous expliquer. C'est de la merde. Alors le Pontiac Aztek, c'est un grand SUV qui va mener à la fin du constructeur parce qu'il faut un peu de contexte. Dans les années 90 aux États-Unis, la mode du SUV connaît un beau succès. Chez GM, du coup, on décide que toutes les marques du groupe doivent investir le créneau du SUV, même Pontiac, qui n'est pas spécialement connu et reconnu pour ses SUV, mais plutôt pour des berlines sportives et des sportives pure souche. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait chez Pontiac? Eh bien, on fait un cahier des charges qui va couvrir énormément de segments. En gros, en fait, avec le Pontiac Aztek, on est sur un véritable couteau suisse de l'automobile, puisqu'il va devoir offrir les capacités d'un pick-up, l'espace intérieur d'un monospace, et du coup, le tout dans un format de SUV. Vous le sentez, l'idée de merde arriver? C'est de la merde. La voiture, elle est présentée sous forme d'un concept car qui va, mine de rien, avoir un immense succès. Et la voiture de série arrive très vite et elle va absolument dérouter tout le monde. En fait, la voiture a un design très atypique et c'est surtout le
pourquoi, du comment la voiture va faire un flop, c'est ces lignes cubiques et surtout cet horrible regard à double étage. Bon alors Citroën l'a popularisé en Europe, tout le monde l'a fait, mais aux États-Unis au début des années 2000, c'est un massacre. Mais la Pontiac Aztek ne va pas être que sous le feu des critiques pour son design, c'est aussi sa partie motorisation qui va être pointée du doigt. Sous le capot, le constructeur ne propose qu'un seul moteur, alors c'est un V6 3,5 litres, mais à la puissance ridicule de 185 chevaux. Très vite, la presse va montrer sa déception, puisque sa boîte automatique de seulement 4 rapports rend la voiture extrêmement poussive et les performances ne sont pas du tout au rendez-vous. L'autre raison qui va faire que le Pontiac Aztek va être un véritable flop, eh bien c'est son tarif. La voiture est vendue à un prix prohibitif et surtout, on va aussi lui reprocher sa finition claquée au sol. La voiture n'a finalement rien pour elle. Alors finalement l'Aztek il va disparaître dès 2005, faute de vente évidemment, mais surtout il va entacher l'image de Pontiac qui sera rapidement sacrifiée dès 2009 lors des crises des subprimes qui touchent les États-Unis, qui met une véritable claque à General Motors. Faut dire que le reste de la gamme qui a essayé de relancer Pontiac ne faisait pas véritablement envie. On sent que GM n'a plus vraiment mis les moyens dans la marque puisque les autres véhicules ne se sont pas non plus vendu. Faut dire qu'après la disparition de l'Aztek, eh bien la gamme proposait une Daewoo Kalos rebadgée ou encore les berlines G5 et G6 qui n'étaient que des Chevrolet avec un joli petit kit sportif. Au début des années 2000, eh bien l'automobile européenne va connaître un premier changement majeur dans son histoire, l'éveil des Chinois pour l'automobile. Et ça se passe en 2005 lorsque le groupe MG Rover tombe dans les mains du groupe SAIC parce que tout simplement le groupe britannique va faire faillite en avril 2005. Alors les derniers modèles, un peu pour vous remettre dans le contexte du groupe MG Rover, eh bien ne sont que des anciennes bases des débuts années 90, milieu 90 qui sont replâtrées avec les moyens du bord. Le groupe prend l'eau, il n'a plus aucun budget pour développer véritablement de nouveaux modèles. L'un des derniers projets qui est mort avec la faillite du groupe, c'est le projet RDX 60, qui est voué à l'échec parce que même son designer va chier littéralement à la gueule de la bagnole, la jugeant horrible. Mais c'est de la merde! Pour vous remettre dans le contexte, on dirait l'enfant d'un amour interdit entre une Velsatis et une Opel Signum. Deux références de tout ce qu'il y a de pire dans l'industrie automobile. Bon alors, le dernier projet en date n'est qu'un cadeau finalement pour les fans des deux constructeurs anglais, puisqu'on va voir débarquer les MG ZT V8 et Rover 75 V8. MG avait annoncé dès le départ une gamme avec différentes puissances, puisqu'on retrouvait la 190, une version de 380 chevaux et enfin une version à plus de 500 chevaux. Évidemment, vous vous en doutez bien, les deux dernières ne sortiront jamais. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Alors évidemment, comme je suis en train de vous l'expliquer, les MG ZT et Rover 75 ne sont pas des nouveaux modèles, puisque c'est déjà un modèle existant au sein de la gamme, et on parle uniquement d'une nouvelle motorisation sous leur capot. Bon alors, comme il n'y avait plus de budget chez MG Rover, du coup, on va nous vendre ça comme des nouveaux modèles à part dans la gamme. Donc pour résumer un peu le duo de bagnoles, les Anglais vont glisser non sans mal avec un énorme chausse-pied, un moteur V8 4,6 litres de Ford Mustang GT, et MG va doter la voiture d'une boîte manuelle Tremec à 5 rapports comme sur l'américaine, tandis que chez Rover, on opte pour une boîte automatique à 4 rapports, qui dérive là aussi de la Mustang. Alors la MG est la première qui débarque dans ce projet improbable, et suivie un peu plus tard par la Rover, mais elle sort bien trop tard, puisqu'un mois après son lancement commercial, le groupe MG Rover fait faillite en avril 2005. Au revoir. Et aucune Rover ne seront livrées en France. Il n'existe qu'un exemplaire immatriculé français et on compte environ 200 exemplaires de la MG pour le marché français. C'est une véritable rareté. Et c'est comme ça que le groupe SAIC va donc mettre la main sur ce fleuron de l'industrie britannique avec la suite de l'histoire qu'on connaît. Rover devient Huawei en Chine et ne peut plus être vendu en Europe. Et MG, qui tombe littéralement dans toutes les escarcelles du groupe chinois, va revenir en 2020 avec des modèles électriques. Alors l'histoire de ces deux bagnoles, je vous la raconte dans une vidéo que je vous mets en description, parce que c'est hyper complexe, c'est une usine à
à gaz le truc. Et donc, sachez juste aussi que je finis avec ça. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Quelques jours après les essais de la Rover 75 qui ont eu lieu en Italie, eh bien le groupe a fait faillite. Donc, beaucoup de journalistes ont quand même publié les essais de la voiture, mais finalement pour rien, puisqu'elles ne seront jamais livrées sur le marché français. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like ou tout simplement à commenter et partager la vidéo. Ça fait comprendre à l'algorithme YouTube que vous appréciez mon travail et la vidéo, et ça permet à d'autres gens de découvrir ce que je propose. N'hésitez pas du coup à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui le feront, ça me tient énormément à cœur. Décidément, je vais vraiment vous proposer beaucoup d'américaines, il y a une passion échec chez les Américains, et l'auto qui nous intéresse, eh bien finalement va connaître un joli succès en Europe avec la Chrysler Petit Cruiser et son look finalement de hot rod américain des années 40. Alors elle a permis à Chrysler surtout de séduire une toute nouvelle clientèle qui n'était pas forcément habituée à la marque américaine, mais surtout la Petit Cruiser était à la base une voiture destinée à la marque Plymouth qui a été abandonnée pendant la gestation de la berline, et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée chez Chrysler avec aucune cohérence avec le reste de la gamme en fait de l'américain. Alors sous le capot, eh ben, première bonne nouvelle, bien que les moteurs soient absolument gloutons, eh bien on est sur une voiture extrêmement fiable, même si sa finition est absolument atroce et que sa qualité merdique va finir par faire couler la voiture. Alors, un peu de contexte, Chrysler n'allait déjà pas très bien au début des années 2000, c'est pour ça qu'en 98, ayant besoin de remplir ses caisses, il va fusionner avec le groupe allemand Daimler. Comment ça, mon ref? Alors, ensemble, ils vont proposer différents véhicules, dont la Petit Cruiser qui va profiter un peu de l'expérience de Daimler pour le marché européen, mais des mésententes vont finalement rapidement voir le jour, malgré le succès de la 300C ou encore le succès d'estime de la Crossfire. Et après tant de mésententes, eh bien le groupe arrête sa fusion en 2007. Bref, après l'échec de cette fusion avec les Allemands, Chrysler va refaire faillite avec la crise des subprimes, et c'est Fiat qui met la main sur le groupe. Mais il y a une autre voiture qui a poussé Chrysler aussi sous le chapitre 11 des faillites, et ça je vous le raconterai dans la prochaine vidéo. Faut bien que je vous raconte aussi l'échec et la fin de certains constructeurs européens quand même, on va pas rester que sur les Américains. Non, hein, évidemment. Donc, bon, je commence avec ces deux questions. Quand vous pensez que votre vie c'est de la merde, que rien ne va, vous pensez être un chat noir, eh bien j'ai envie de vous dire, pensez à la fin de Matra. Et ça va mieux, parce que pour revenir un peu aux origines de Matra, Matra est une société tentaculaire. On retrouve les télécoms, l'ingénierie, le spatial, l'automobile ou encore la compétition. Ça fait beaucoup là, non? Bon, alors après plusieurs générations, eh bien chez Renault, on décide de concevoir et de fabriquer sans l'aide de Matra la future génération de Renault Espace, la 4e. Et là, c'est le drame. Alors, la société de Romorantin n'abandonne pas du tout sa collaboration avec Renault et va proposer un projet fou, un monospace coupé ou le fameux concept du coupé-space. C'est donc la naissance du Renault Avantime. Alors, le projet est colossal et va malheureusement enchaîner les retards. Oh merde! Oh, c'est con ça! De base, l'Avantime devait sortir avant la Velsatis et la Laguna, mais finalement sortira avec tous les retards après. Je mens un peu parce que la Velsatis va sortir en même temps que l'Avantime, les deux voitures arrivent en même temps en concession, et elle va brouiller les pistes, enfin elles vont brouiller ensemble les pistes auprès des clients, puisqu'on est sur la même architecture, celle d'un monospace, que ce soit la Velsatis et ses 5 portes, que l'Avantime avec son format coupé-space et ses 2 grandes portes. L'Avantime visait une famille désormais sans enfants, d'anciens propriétaires de Renault Espace, et il va se vautrer de manière magistrale. Alors on se rassure, la Velsatis va faire elle aussi un flop phénoménal. Alors l'Avantime, lui, va disparaître dès 2003, soit à peine 2 ans après sa sortie, provoquer la faillite de son concepteur Matra. Donc pas merci Renault pour Matra.
Les constructeurs qui descendent en gamme pour conquérir une nouvelle clientèle, eh ben c'est pas une chose nouvelle. On peut citer les constructeurs allemands avec Audi, Mercedes et BMW, ou encore Volvo qui sont venus avec leur compact. Mais il y a un constructeur qui a démarré cette phase-là bien avant tout le monde, c'est Alfa Romeo avec son Alfa Sud. Alors l'Alfa Sud est une véritable révolution pour le constructeur milanais, puisque c'est la première voiture à traction du constructeur, et surtout elle comble un retard chez Alfa Romeo, puisque la plupart de la concurrence européenne avait déjà succombé aux voitures à traction avant. Je précise, traction avant. Juste traction, mais j'ai bien envie de dire traction avant pour que vous compreniez que c'est pas la traction arrière. Bah sinon c'est de la propulsion. Côté design, l'Alfa Sud, elle est plutôt séduisante puisqu'elle est dessinée par Giugiaro et il semblerait même que c'est un dessin refusé de Citroën pour la GS, d'où certaines similitudes entre la GS et l'Alfa Sud. Je vous raconte de toute façon toute l'histoire de l'Alfa Sud en lien en description, évidemment. Mais alors, chose assez improbable pour l'époque, la logique italienne, vous me direz, l'Alfa Sud se passe d'un haillon et elle a une malle à l'arrière, l'un de ses plus gros défauts. Mais c'est pas le pire puisqu'il arrive. Et là, c'est le drame. L'État italien, actionnaire majoritaire d'Alfa Romeo, va imposer au constructeur de construire un site au sud de l'Italie afin de créer de l'emploi, puisque le sud de l'Italie était un désastre économique avec beaucoup de paysans, mais surtout il n'y avait pas d'entreprise à proprement parler qui s'est installée dans le sud de l'Italie. Donc il y avait un écart entre le nord et le sud de l'Italie. C'est comme ça qu'on choisit chez Alfa le site de Pomigliano d'Arco. L'Alfa Sud a tout pour réussir sur le papier, malheureusement des soucis sociaux, économiques, des problèmes de fiabilité et de qualité vont plomber le début de carrière de l'Alfa Sud. L'Alfa va avoir beaucoup de mal à s'en remettre et pourtant son constructeur va tout faire pour sauver l'Alfa Sud, au point que l'Alfa Romeo va commencer à avoir lui-même des soucis d'image, et c'est avec cette voiture finalement qu'Alfa Romeo se traîne encore aujourd'hui des soucis de fiabilité, évidemment de la rouille facile et tout un tas d'autres reproches, alors que depuis des décennies, l'affaire est close. Au début des années 90, Isuzu ne va pas bien du tout. C'est General Motors qui va venir à la rescousse, mais avec une seule condition pour le constructeur japonais, il doit abandonner ses berlines au profit d'une nouvelle gamme utilitaire avec des pick-up, des SUV et des utilitaires. Il l'accepte et GM investit dans le constructeur japonais. Alors pour faire passer ce message, en 1993, Isuzu va dévoiler un tout nouveau concept car qui annonce cette réorientation, c'est le VI-Cross. Et assez surprenant que cela puisse paraître, le véhicule va rencontrer un immense succès. Je te demande pardon? Il en faut pas plus pour que le VI-Cross rejoigne dès 97 le catalogue du constructeur en étant le plus proche possible du concept. Devinez quoi? Le véhicule de série fait un flop. Au Japon, la voiture va finalement disparaître au bout de seulement 2 ans de commercialisation, comme en Chine, mais aussi aux États-Unis. Et il sera commercialisé d'ailleurs uniquement de 99 à 2001. La France aura bien le droit à une présentation du modèle durant un salon du 4x4. Malheureusement, la voiture n'obtiendra jamais son homologation et il n'existe que 2 exemplaires non homologués en France. Alors, malgré de bonnes capacités de franchissement, les clients vont lui reprocher un certain manque de patates, il a quand même un V6 sous le capot, mais il ne fait que 190 chevaux, et les États-Unis auront le droit à une version à 215 chevaux. Mais surtout, le tarif est complètement hors sol. Alors, très rapidement, pour calmer le drame, Isuzu va nous proposer une version cabriolet, mais aussi 5 portes, histoire de relancer les ventes. Là, il n'y aura pas de succès avec ces concepts, et finalement, aucune des 2 versions ne verra le jour. En plus, en 98, le VI-Cross participe au Dakar, et elle remportera sa catégorie. La voiture disparaît définitivement en 2001, après seulement 5958 exemplaires, principalement aux US et au Japon. Isuzu, pour essayer de relancer un peu la carrière de la voiture, va mettre en avant un argument qui va pas du tout faire choc. Il dit que la voiture va être vendue que sur un certain laps de temps, ce sera un modèle en série limitée. Doutez-vous-en bien que personne s'est jeté dessus. Marquant ainsi la fin et les souffrances du petit VI-Cross. Alors on termine cette vidéo avec certainement l'une des pires bagnoles de l'histoire. Si je vous dis son nom, vous connaissez forcément l'histoire, c'est la Ford
Pinto, alias l'une des voitures les plus dangereuses de l'histoire automobile. Alors son histoire, elle est assez proche de la Chevrolet Corvair, dont je vous raconterai très prochainement l'histoire. Sa cible n'est nulle autre que la Volkswagen Coccinelle, mais aussi les autres constructeurs européens qui arrivent sur le marché américain. Les voitures européennes affichent un tarif plutôt canon dans un format plus compact et économique que les bateaux américains. Alors Ford décide de répliquer avec la Pinto. Et là, c'est le drame. Faut dire aussi que Ford voit d'un très mauvais œil l'arrivée des constructeurs européens, mais surtout qu'il voit l'arrivée des constructeurs japonais qui sont Toyota et Datsun. Et leurs voitures sont tout aussi intéressantes. Donc Ford doit réagir pour conserver son leadership sur le marché américain. Alors la Pinto déjà fait référence à un poney, me demandez pas pourquoi, j'ai pas trouvé l'histoire, et elle arrive en 1970 sur le marché. Elle profite d'une toute nouvelle plateforme et elle reprend le moteur de notre bonne vieille Ford Escort européenne, c'est-à-dire le petit 4 cylindres Kent. Bon alors là, sur le papier, comme ça, quand je vous raconte l'histoire, vous allez me dire bon, bah, je vois pas en quoi l'histoire va être catastrophique, et je vais y venir. Quand je vous dis qu'aller trop vite, ça finit toujours en autre boudin, eh bien Ford va le découvrir et la Pinto en est le parfait exemple. Parce que le projet de la Pinto va voir le jour en 1967 et on demande, enfin en tout cas l'état-major Ford demande que la voiture soit prête dès l'année 1970. Donc ils ont moins de 3 ans pour concevoir la voiture avec une plateforme inédite, donc c'est quand même très court. Et pourtant, les ingénieurs de Ford vont réussir ce pari car la voiture est prête au bout de seulement 25 mois. Vous sentez venir l'embrouille? Parce que dans les années 70, le médian pour la conception d'une voiture avec une plateforme inédite, eh bien c'est de 43 mois. Un record que Ford va rapidement regretter. Le développement de la voiture se fait en parallèle entre tous les services. La direction de Ford n'accepte aucun retard sur le développement et au lancement, la presse félicite la voiture. Effectivement, on va apprécier son agilité, ses consommations, son assemblage ou encore sa conduite assez dynamique, qu'on citera même typé à l'européenne, et la presse américaine adore ce petit 4 cylindres Kent. Bon alors les essayeurs de l'époque vont quand même lui reprocher un freinage absent et un certain manque de confort avec des suspensions assez raides, mais les ennuis vont arriver très vite. Là où la voiture va commencer à faire parler d'elle, c'est la conception de son système d'alimentation du carburant qui va mettre en avant de graves carences structurelles sur la voiture. C'est l'un des plus gros rappels de l'histoire des États-Unis avec des poursuites pénales et un public devenu totalement méfiant envers les voitures Ford. Je vous rappelle quand même que Ford sort à ce moment-là de l'échec de la marque Edsel. Alors dites-vous que le scandale autour de la Pinto aux États-Unis va aller tellement loin qu'une loi va voir le jour sur la responsabilité intellectuelle d'une personne morale. Parce que Ford va tout simplement se dédouaner de tous les incendies causés par une Ford Pinto. J'en ai rien à foutre. Mais alors, pourquoi la Pinto s'embrasse-t-elle aussi facilement? Tout simplement parce que le réservoir essence était fixé juste derrière le pare-choc et qu'en cas de choc, vous aviez une chance sur 2 de finir en merguez. Dès 1972, la National Highway Safety and Transportation Administration commence à recevoir de nombreuses alertes sur des explosions de Ford Pinto lors d'accidents. Des personnes sont restées coincées dans leur voiture pendant qu'elles prenaient feu. C'est absolument dramatique. En cause, une carrosserie qui se déformait complètement lors d'un choc arrière et des portières qui du coup se fermaient de manière hermétique. Là, vous allez me dire que c'est tragique, c'est terrible et que c'est horrible. Sauf que Ford, évidemment, va nier en bloc les soucis structurels et le réservoir de la Pinto, alors qu'en fait, il était très bien au courant depuis 1970. Soit 2 ans avant le début des drames, hein, quand même, il faut le signaler. J'essaie d'être positif avec cette histoire parce que, bon... On ne peut pas tromper une personne 1000 fois. Si, on peut tromper 1000 personnes 1000 fois. Non. En 1970, avant la commercialisation de la Pinto, le constructeur a réalisé des essais et sur 11
collision, eh bien 8 Pinto ont pris feu à partir du réservoir d'essence. En gros, les ingénieurs, pour la faire simple, ont découvert lors des tests que le goulot du remplissage cassait et que le carburant s'écoulait rapidement sur le sol, provoquant des incendies, mais aussi que dans d'autres cas, le réservoir était pénétré par des éclats lors de chocs arrière et explosait. Énorme. Alors là, vous allez me dire, Ford, il a revu la voiture. Alors, pas vraiment. Non. J'en ai rien à foutre. Alors là, vous allez me dire, une personne classique, un constructeur classique, se serait dit, bon, on décale le réservoir pour finalement, eh bien, garantir plus de sécurité. Ça coûte de l'argent, mais on va le faire. Bon, pas Ford, parce que Ford a fait les comptes et s'est rendu compte que ça allait coûter une véritable blinde de modifier l'emplacement du réservoir à essence. J'aime l'argent. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont trouvé une solution astucieuse, messieurs, dames, pour seulement 11 $. Sur chaque exemplaire, Ford a simplement rajouté une plaque d'acier Je possède des thunes. qui protégeait et isolait le réservoir du pare-choc et basta! J'aime l'argent. Bon, au total, pour finir cette histoire, 27 personnes sont mortes suite à des collisions avec, impliquant des Pinto. Ford a perdu énormément de pognon dans des procès et son image a pris un coup. C'est la fête. Bon bah voilà pour cette première partie, on va rapidement revenir avec une seconde partie avec d'autres véhicules. N'hésitez pas à me dire à quel véhicule vous pensez aussi dans ces échecs ou des constructeurs qui ont disparu, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Bref, vous l'avez compris, ces voitures ont fait des échecs, elles n'ont pas pour autant coulé leur constructeur. Certaines ont juste sali l'image de leur constructeur. Bon, certains s'en sont relevés quand d'autres ont tout simplement disparu. Allez, c'était Guillaume, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à plus. Ciao!